Moi, j'ai commencé avec un TJM de 350. Aujourd'hui, mon TJM, il est à 700 euros. 2023, du coup, là, je peux te dire que j'ai fait 72 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis freelance, no code, formateur et entrepreneur, du coup, puisque j'ai monté mon propre studio de podcast. Moi, j'ai certains clients, sur un an, ils m'ont fait gagner plus de 15 000 euros. On a fait notre premier million de vues, avec un short de Meryl qui a atteint 1 million de vues, donc on est plutôt content, quoi. Bienvenue à tous du coup dans ce nouvel épisode de Solo Quest. On se retrouve avec le boss du jour, Lilian Sevoumian. Je te propose c'est qu'on aille directement dans le vif du sujet, que tu commences par te présenter. Yes, salut à tous. Salut Axel, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Alors, on a eu déjà l'occasion de se parler par post interposé sur LinkedIn et ça me fait plaisir d'être dans ton podcast aujourd'hui. Puis surtout, je sais que le premier invité, c'était quand même du très lourd. Donc voilà, ça me met la pression un peu quand même, je vais pas te mentir. Passer derrière Cédric, voilà quoi. Mais donc moi, je m'appelle Lilian, j'ai 36 ans, je vis en Île-de-France. Pour me définir aujourd'hui, tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit je suis freelance, no code. Voilà, là aujourd'hui, je suis freelance, no code, formateur euh, et entrepreneur du coup, puisque j'ai monté mon propre studio de podcast, La Capsule. Et voilà, et je suis voilà, en gros. Ok, trop cool. Moi, ce que j'aime bien comprendre à chaque fois, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir freelance? C'était quoi ta démarche? Enfin déjà, ça fait combien de temps que tu es freelance et ça a été quoi ta démarche justement pour te mettre freelance et indépendant? Ouais, alors ça a commencé vraiment. L'histoire est longue, mais je vais essayer de la raccourcir un max. Euh, Avant, j'étais commercial dans une start-up. Juste avant, j'ai fait plein de petits boulots déjà. Moi, j'en parle souvent, mais j'ai pas du tout de diplôme et tout. Tu vois, même le bac, j'ai pas. J'ai dû passer un diplôme d'accès aux études universitaires pour avoir le niveau bac. C'était il y a des années. Et donc, j'ai fait plein de petits boulots et j'ai quand même réussi à monter, voilà, au niveau professionnel. Jusqu'à ma dernière activité salariée avant le confinement, c'était commercial dans une start-up dans le BTP. Après, il y a eu le confinement, donc on a été remercié, pas mal de l'équipe, et donc je cherchais un peu comment m'occuper. Et au début, je vendais des petits services sur 5euros.com. Peut-être que tu connais. C'était à l'ancienne. Maintenant, ça s'appelle autrement. Je sais même plus comment ça s'appelle. Et de fil en aiguille, en fait, je vendais des petits services pour m'acheter une formation pour pouvoir faire. À l'époque, c'était du dropshipping et tout. Donc j'avais économisé pour m'acheter la formation Yomi. Et je me suis mis à faire des boutiques. Ça a bien marché. Après, j'ai été bloqué par Facebook. Donc après, j'étais closer pour un vendeur de formation en dropshipping. Et en faisant ça, j'ai appris quelques outils no code. Par exemple, il y avait Zapier et Airtable. Et je commençais à avoir des bons résultats parce que j'automatisais tout au niveau du CRM pour avoir le plus de leads possible et les closer. Jusqu'à ce que des personnes de mon équipe, de la même équipe que moi, me demandent, tiens, est-ce que tu pourrais faire le même système pour moi? Je te paye, machin. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ça, je peux vendre mes services. C'est incroyable, je savais pas. Enfin, tu vois, vraiment, moi, j'étais dans un monde où ça n'existait pas. Et donc, j'ai commencé comme ça à vendre mes services. Et après, je me suis un peu, j'ai appris c'était quoi le mot no code. J'ai écouté des podcasts. Et je suis tombé sur un podcast de Radio No Code France, ça s'appelle, donc dont le host est Alexis Kovalenko. Et en fait, il interviewe des freelances dans le no code et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui vendaient leurs services. Et je dis waouh, c'est incroyable. Et du coup, j'ai intégré la communauté. Je me suis spécialisé du coup sur Airtable au début. J'ai commencé à vendre mes services. Et puis après, j'ai vendu mes services sur Make. Avant, ça s'appelait Integromat. Et les choses se sont faites comme ça, petit à petit. Donc, tu vois, j'ai pas vraiment cherché, tu vois, à être freelance. J'ai pas tapé sur Google comment devenir freelance. Ça s'est fait parce que j'ai commencé à faire une activité qui était assez, qui me plaisait énormément. Moi, je me suis pris de passion. Aujourd'hui, ça fait depuis fin 2020 et je suis toujours aussi passionné par ce que je fais, par le no-code, par les automatisations et de plus en plus même par l'entrepreneuriat de manière globale. Mais vraiment, il n'y a pas eu
c'est par la force des choses que ça s'est fait. J'ai pas choisi, c'est venu à moi et je l'ai accepté et j'ai commencé vraiment à performer là-dedans. Et j'ai kiffé. Et je kiffe toujours. Voilà. Ok, mais en vrai, tu as donné beaucoup d'éléments. En fait, ce qui est intéressant quand on se lance en freelance, c'est le fait de réaliser qu'on peut vendre ses services justement et qu'on peut être payé pour faire des choses qu'on aime. Donc ça, tu Totalement. l'as réalisé. En termes de timeline, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les années de transition, on va dire? Enfin, Bien quand tu as sûr. commencé sur 5euros.com, quand tu as réalisé que tu pouvais vendre tes services, et aussi nous dire un peu comment ton expertise elle a évolué au cours du temps depuis ce moment-là. Ouais, bien sûr. Eh ben, c'est encore frais, donc bien sûr. Alors en fait, on est fin 2020. Enfin, le confinement, c'était si je me rappelle bien, c'était en mars 2020. Ou ouais, c'était en mars 2020, je crois, ou peut-être 2021, je sais Ouais. plus. Je crois que c'était mars 2020. Donc mars 2020, confinement. De mars 2020 jusqu'à la fin de l'année, là, c'est plutôt, tu vois, bah, vente de services sur 5euros.com, formation sur le dropshipping, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Fin 2020, je deviens closer pour un vendeur de formation. Le no-code, vraiment, ça démarre en mars 2021 où j'ai ma première mission. C'est une personne qui fait de la comptabilité et qui veut, en présentiel, en plus, on va dans un café, je me rappelle, dans un, ouais, dans un café pour que je la forme, en fait, sur Airtable. Deuxième mission vraiment sérieuse, un savonnier qui a besoin de gérer toute sa production de savon, pareil sur Paris, mission en présentiel. Donc ça, c'était en avril. Juin 2021, une autre mission dans Paris 19 pour une association assez connue, une grosse association. Ça s'est pas très bien passé, ça a duré quelques jours. Donc tout ça, c'était vraiment mes premières missions. Je les ai eues grâce à Malte. Et au début, j'avais pas le branding que j'ai aujourd'hui, donc pas vraiment de LinkedIn, pas personne me connaît dans la communauté, voilà. Et c'est aussi là où je découvre la communauté No Code France. Donc je rappelle, on est enfin voilà, mars 2021 à peu près. Je vais sur le Slack de No Code France. Donc à cette époque-là, on était 2000 membres à peu près quand je suis rentré. Et, euh, et là, bah là, c'est parti pour me former vraiment sur le no-code. J'y crois à fond et je me dis qu'il y a voilà, il y a de quoi faire là-dedans. Donc, je prends toutes les formations de no-code France, Airtable, Notion. J'en avais pris une sur Webflow, sur un autre, sur la Théo Roland, qui est un super freelance sur Webflow, qui fait aussi des formations. Donc, je me forme à fond. Donc, 2021, c'est vraiment formation à fond, première mission. Vers fin 2021, donc j'ai déjà un très très bon niveau sur Make, sur Integromat du coup, et j'ai eu mes premières missions sur Integromat, sur Make. Je commence à être reconnu par la communauté parce que en fait pendant de avril ouais 2021 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, toutes les questions que les gens posaient sur le Slack de Code France, sur les canaux Make et Airtable, je répondais à toutes les questions. Parce que il faut se remettre dans le contexte. Tu vois, le no-code, euh, c'était le début. Il n'y avait pas beaucoup de formations. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus mainstream. Il n'y avait rien pour se former vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et donc moi, je me disais, ok, pour me former, il faut que faut que j'arrive à résoudre les problèmes des autres. Et donc, je réponds à toutes les questions que les gens ils posent. Et donc, il y a une petite, l'effet de réciprocité. Donc, Alexis et puis d'autres personnes de la communauté commencent à me repérer, à venir me parler, à me demander des conseils, du coaching, à me demander si je suis intéressé pour faire une formation, des choses comme ça. Donc là, je commence à poster, à partager un peu mes connaissances sur LinkedIn, sur YouTube. Euh, donc on est début 2022, donc j'ai un très bon niveau sur Make. Je suis pas encore un expert de ouf et tout, mais j'ai un très très bon niveau. Et 2022, il se passe quelque chose, c'est que j'ai envie d'acheter un appartement. Donc je me dis bon, ok, je gagnais correctement. Bon, je gagnais pas des millions, mais je commençais à gagner bien ma vie en tant que freelance. Peut-être 4 000, 5 000 euros à peu près de chiffre d'affaires par mois, tu vois, ce qui est bien quand tu démarres. Et je me dis bon, j'ai assez
voilà, pour payer un loyer, un crédit, mais j'ai pas de fiche de paye. Donc je me dis bon, je vais trouver un travail en CDI. Donc je trouve un CDI. Donc je travaille pour Jelly Smack tout début 2022. Ma mission démarre enfin ma mission, mon contrat démarre en avril 2022 et ça va durer un an. En parallèle de ça, je crée la formation sur Make avec Alexis de Kovalenko de contournement. Et voilà, tout ça, c'est début 2022. Là, ça y est, je commence à me faire un nom. La communauté grossit et je suis en contrat et en même temps, en parallèle, je continue à faire des missions. Tu vois, j'arrête pas les missions avec les freelances. Donc j'ai deux activités, celle de formateur, les missions pour les clients et mon contrat chez Julie Smack. Le fait d'avoir ce contrat, ça va me faire progresser énormément parce qu'on est dans une équipe de 10 personnes et on travaille pour Jelly Smack. Notre métier, c'est d'automatiser tout ce qu'on peut en fait au sein de la boîte. Donc en fait, nos clients, c'est les autres départements en gros, tu vois. Ils viennent, ils disent voilà, j'ai des pains et tout. Est-ce que tu peux nous aider à régler ça? Donc je suis challengé par les autres membres de mon équipe, donc du coup ça me fait progresser énormément. Et donc voilà, jusqu'à pendant tout 2022, ça a été plus ou moins ça. Tu vois, il n'y a pas eu de gros projets. Niveau chiffre d'affaires, bon bah c'était pas non plus ouf puisque j'étais en contrat, donc mais en termes de revenus, j'étais plutôt bien. J'avais un très bon salaire, j'étais à 50 000 euros annuels à Jelly Smack. Il faut savoir que j'ai jamais touché ça, hein. C'était énorme pour moi. À titre de comparaison, ce que je touchais quand j'étais commercial, c'était 28 000, tu vois. Donc tu passes de 28 000 à 50 000 en un an, tu pètes un plomb, quoi. Plus les revenus que je faisais en tant que freelance, tu vois. Plus les revenus de la formation que j'avais fait à l'équipe. Bon, voilà. Donc, donc tout 2022, ça se passe comme ça. 2023, on déménage, on finit par trouver un appartement. On achète avec ma copine dans l'appartement où je suis actuellement. Et mon contrat à Jelly Smack va se terminer parce que il y a une grosse rupture conventionnelle. Tu sais, c'était un peu l'époque où voilà, il y a eu énormément de recrutement. Ça levait des fonds à toute patate et tout dans toutes les startups. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait chercher la rentabilité. Donc, il y a eu pas mal de ruptures, même dans plein de boîtes. Et Jelly Smack en faisait partie. Ils ont viré plusieurs centaines de personnes dans la boîte, dont l'équipe No Code. On a tous été virés. Mais on est sorti avec un très bon package. Franchement, plus de 6 mois de salaire, une formation qu'on voulait, par exemple, moi j'en ai pris une dans le code, du coup. Et voilà, donc début 2023, je sais que je vais sortir des effectifs de Jelly Smack. Je déménage. En parallèle, je prends de plus en plus de missions. Les ventes de la formation sont plus importantes qu'en 2022. Et voilà, en gros, ce qui se passe, voilà, en 2023. Et on arrive. euh, donc je sors des effectifs en mai. De mai jusqu'à octobre, il se passe pas grand-chose parce que je suis en bootcamp chez O'Clock pour apprendre à devenir développeur. Je crois que j'ai envie de devenir développeur. Spoiler alert, pas du tout. Ça m'a calmé. J'étais obsédé par le fait de vouloir devenir développeur. T'as l'impression que c'est le step d'après dans le no-code, alors qu'en fait pas du tout. Les deux peuvent vivre, tu sais, l'un à côté de l'autre. Et du coup, ça m'a vraiment calmé. Donc cette obsession, elle est partie. Donc en fait, ça a été 6 mois où c'était en mode déménagement parce que j'ai déménagé en mai. Déménagement, travaux, un peu de freelancing, c'était un peu le chaos quoi. Et après, donc bon, l'été passe en 2023. Je pars 3 semaines en vacances en Thaïlande avec Alexis justement. Je reviens et là, je sais pas pourquoi. Je reprends contact avec un ami de longue date du lycée et, euh, et je lui propose de monter un studio de podcast. Ouais, c'est vrai que je t'ai résumé là cette partie-là, mais elle est intéressante. Donc, Ouais, mais bon, voilà, en gros. on va y revenir du coup sur ton studio de podcast, je pense, après. Mais là, tu nous as donné plein d'éléments. Euh,
En gros, bah, déjà pour rebondir sur le fait du step d'après devenir développeur, c'est intéressant parce que, en gros, moi, je t'ai contacté justement pour le podcast parce que je suis dans le no-code aussi et je t'ai Ouais. suivi sur LinkedIn quand j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans. Euh, Moi, je suis aussi au step d'après qui est que je suis à la fois développeur, mais en même temps, j'utilise le no-code. Du coup, c'est marrant Hmm. ce que tu nous as dit. Euh, Ce qui est intéressant, en gros, c'est que dans ton parcours, finalement, l'effet communauté a eu un gros impact quand même. Enfin, la communauté no-code, finalement, dans ta carrière de freelance. Est-ce que Ouais. tu penses que tu aurais eu ce parcours-là si il n'y avait pas eu cette communauté ou ça aurait été différent? Puisque, en gros, tu as commencé à trouver tes clients via Malte, mais ensuite, tu t'es quand même fait connaître sur le no-code grâce à cette communauté. Ouais, je pense que non, ça a été un vrai accélérateur. Ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi, et c'est pour ça que quand on me demande des conseils aujourd'hui, tu vois, j'essaye de prendre beaucoup de recul et je réponds toujours que mon parcours, c'est pas vraiment réplicable et j'essaie de donner des conseils sur ce que je ferais plutôt aujourd'hui. Si vraiment je devais, on est en 2024, j'ai envie de devenir freelance no code. Et ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu vivre. Moi, j'ai eu la chance qu'effectivement, déjà, on était très peu au début. J'ai eu la chance qu'il y ait une communauté. Après, j'ai beaucoup donné aussi. Comme je te dis, je répondais à toutes les questions tous les jours. Pendant plus de 2 ans d'affilée, je l'ai fait. Même les dimanches, même les jours de Noël et tout. Quand je voyais une question passer, je pouvais pas m'empêcher d'y répondre. Donc, il y a eu cet effet de réciprocité et que déjà les gens me recommandaient auprès de leurs clients ou ils me prenaient des coachings ou tu vois, il y a eu un. Donc non, ça c'est vraiment c'est grâce à la communauté que j'ai pu voilà progresser rapidement, avoir cet effet de réseau. Aujourd'hui, moi le dernier client que j'ai closé, c'était il y a 4 mois, tu vois. Et pourtant depuis, on continue à m'envoyer des leads. Il y a l'effet bouche à oreille qui fonctionne. Et c'est Il quoi y a eu ton ma chaîne. ton client du coup aujourd'hui? En gros, tu as trouvé tes premiers clients via Malte, qui est un bon Ouais. moyen, on va dire, pour commencer. Mais après, ça a été quoi ton acquisition client? Bah, les tout premiers clients, ouais, ça a été sur Malte. J'ai été super malteur pendant un moment aussi. Après, les autres clients, ça a été plus sur LinkedIn, quand j'ai commencé vraiment à poster à fond sur LinkedIn, des cas d'usage, des retours d'expérience, des applications. Ma chaîne YouTube, parce qu'en fait, j'avais tourné à peu près 6 ou 7 heures de vidéos, c'était des replays, tu vois, d'un live Twitch. Et toutes les semaines, pendant 1 heure, j'étais en train de construire un CRM en live sur Airtable. Et j'ai pris les replays, je les ai mis sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est les vidéos qui me font le plus de vues, tu vois. Elles continuent même. Enfin, elles sont un peu vieilles, mais même ça m'a apporté pas mal de clients parce que j'ai démontré, voilà, sur Airtable, tu pouvais faire un super CRM et tout. Donc, et il y a eu beaucoup de bouche à oreille. On va dire qu'aujourd'hui, 70% franchement de mes clients, c'est du bouche à oreille. Donc, c'est pour ça que sur LinkedIn, tu vois, je poste pas tout le temps. Tu sais, je poste un peu des posts un peu troll, un peu inspirationnels et tout, parce que aujourd'hui mon acquisition elle se fait pas sur LinkedIn, c'est vraiment l'effet bouche à oreille. Je suis un peu connu dans le réseau, donc soit mes clients réguliers que j'ai depuis plus d'un an, ils m'en recommandent, soit ils reveulent des missions, voilà. Mais Et aujourd'hui, c'est si quoi je te, c'est quoi ta typologie de client aujourd'hui? Est-ce que tu as un type de boîte particulier ou pas du tout? ouais, si, moi j'aime bien travailler avec les boîtes, genre moins de 30 personnes. euh, qui n'ont jamais automatisé, tu vois, qui sont vraiment au tout début. C'est là où j'apporte le plus de valeur. Typiquement, là, par exemple, je peux t'en citer trois au hasard qui sont très différents. J'en ai un, c'est il organise en fait des sessions de boxe dans des EHPAD. Donc en fait, lui, sa problématique, c'est qu'il faut qu'il arrive à gérer plusieurs calendriers pour ses coachs. Il envoie ses coachs en fait dans des EHPAD. Faut que eux, donc je leur ai fait une application mobile. Tout est connecté avec Make, Airtable et Glide, où ils peuvent se connecter, choisir les séances qu'ils veulent faire, se rendre avec le GPS sur l'EHPAD, avoir l'adresse, etc., faire leur compte rendu de session. J'ai un autre client,
un e-commerce. Donc ils ont une problématique de gestion des stocks, de connecter euh, Shopify, Wix avec une base de données Airtable pour faire descendre toutes les commandes et calculer un peu vraiment directement leur rentabilité. J'ai Super U aussi comme client. Alors c'est pour un autre sujet, ils veulent tester, faire des petits POC, tu vois, sur des services, par exemple un peu ce que font Monoprix, en mode, tu sais, tu fais tes courses, t'arrives à l'entrée, tu choisis un créneau de livraison, tu laisses ton caddie, tu rentres chez toi, tu te fais livrer. Donc là, ils sont en train d'essayer de tester ça dans des petites structures. Mais à chaque fois, voilà, moi, c'est le moins de 30 personnes qui connaît un peu le sujet, tu vois, qui sait ce qu'on peut faire avec le no-code, ou la personne qui va vraiment utiliser la solution, c'est vraiment le dirigeant ou la dirigeante, et qui va pouvoir former ses équipes. Mais les petites boîtes, quoi, j'aime pas les grosses boîtes, c'est très long, euh, les process, même de facturation et tout, c'est C'est insupportable. marrant que tu Je dis peux pas ça, te... que tu aimes bien commencer avec des boîtes qui commencent dans l'automatisation. Moi, c'est l'inverse. Je préfère en Ah fait ouais? des boîtes qui sont déjà familiers avec le domaine de l'automatisation, qui ont peut-être essayé par eux-mêmes et qui ont en gros réussi à faire des projets, on va dire, plutôt basiques. Mais Hmm. pour aller au next step, je préfère en gros travailler avec cette typologie-là. Peut-être parce que tu as Hmm. aussi cette posture, on va dire, de formateur. Que tu as Peut-être, ouais. via contournement et aussi via ta Hmm. formation Make, apprendre-make.com pour ceux qui veulent aller voir. Est-ce que tu aurais... Enfin, l'un des problèmes en automatisation, je trouve, c'est la récurrence. C'est souvent des projets un peu one-shot où Ouais. tu le réalises et une fois terminé, soit tu vends un contrat de maintenance et dans ce cas-là, tu arrives à peut-être régénérer des revenus par la suite. Mais c'est souvent du Hmm. one-shot. Comment tu gérais ça, cet effet récurrence, on va dire? Bah justement, tu vois, ça rejoint le point de pourquoi j'aime bien aussi aider les clients qui n'ont jamais automatisé, parce qu'il y a tout à faire avec eux. Si je reprends tu prends une boîte qui est équipée en termes de SaaS, mais qui n'a pas automatisé, cette boîte-là, en fait, quand tu vas l'aider vraiment à faire des automatisations, elle va gagner de l'argent assez rapidement, puisque tu agis directement sur le ROI, en fait. Quand tu fais gagner de l'argent à une entreprise, du temps à une entreprise, tu lui fais gagner de l'argent, c'est mécanique. Euh, donc en fait, cette personne-là, déjà, elle va te faire confiance de ouf, elle va rapidement être consciente de ce qu'elle gagne, et les besoins, vu qu'elle va grossir, ils vont évoluer. Moi, je l'ai vu sur des clients au tout début que j'ai accompagné. Encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, ils me remissionnent. Donc c'est pas vraiment un effet de récurrence comme il pourrait y en avoir pour un SaaS avec un abonnement ou un contrat de maintenance, etc. C'est plus qu'en fait ils ont des nouveaux besoins. Au début, par exemple, ils vont avoir juste besoin de générer des factures à certains moments. Tu vas leur délivrer ça, ils vont être super contents, ils vont gagner 1 jour par semaine, ils vont réinvestir. Et là, hop, un nouveau problème, parce que des nouveaux process, parce qu'un nouveau recrutement, ils vont dire ah tiens, c'est vrai que nos fournisseurs nous envoient leurs factures, ça serait pas mal de, je sais pas, avec Vision ou je sais pas quoi, d'aller extraire les données et les mettre dans notre logiciel. Ok. Après, et en fait, tu vois, plus tu vas automatiser pour eux, plus ils vont avoir besoin. Donc, effectivement, la plupart des missions, c'est one shot. Il y a un début, il y a une fin. Là, je vais te prendre un autre exemple. Je suis en train de créer un outil, là, un ERP, tu vois, pour toute la gestion des stocks pour une petite entreprise. Euh, Quand on aura fini ça, certes, ils vont avoir un ERP qui est fonctionnel, ils vont pouvoir réceptionner les commandes dans leur logiciel, sur Airtable, etc. Derrière, il faudra peut-être faire une interface. Derrière, il faudra peut-être faire, je sais pas, il y a tellement de choses à faire. Tu peux pas, en fait, quand tu as goûté à l'automatisation, tu peux pas te dire, ah ouais, moi j'ai besoin que de ça. En fait, dès que j'ai mon ERP qui me fait descendre les commandes de Shopify vers mon Airtable, ça y est, j'ai fini. Ça y est, j'ai plus besoin. C'est impossible. J'ai jamais vu un client vraiment qui va se satisfaire, tu vois, de ça. Au plus, n'importe quelle entreprise a besoin de générer de la croissance ou de gagner du temps, de recruter. Donc en fait, les besoins sont illimités. Donc
je pense que je pense que plus tu les prends tôt, justement les clients, et que tu les accompagnes, plus tu peux avoir une LTV assez haute. Moi, j'ai certains clients sur un an, ils m'ont fait gagner plus de 15 000 euros, tu vois, un seul client. Donc c'est beaucoup, tu vois, pour les 15 000 euros par tête, c'est pas tous les clients, hein. Mais il y en a. Si tu, enfin, j'ai pas mesuré la LTV. En vrai, j'aurais dû, mais je pourrais te dire que la LTV par client, elle est entre 5 000 et 15 000 euros, même 20 000 pour les plus gros, tu vois. Un seul client. Donc faut pas avoir peur qu'il n'y ait pas de récurrence. Prenez après, ça, c'est mon cas à moi. Je connais un autre freelance, lui, il travaille pour Vinci Construction. Alors là, c'est d'autres sujets et tout. Moi, ça me fait pas trop, ça me fait pas rêver, moi, les missions qu'il fait, ni les clients de cette taille-là. Mais lui, il est en contrat régie depuis plusieurs mois avec la boîte. Et il facture, voilà, du 10 000, pour le même client, du 10 000 par mois, quoi, tu vois. Parce que la boîte est tellement grosse qu'il y a une infinité de besoins. Bah, en fait, les freelances qui n'ont pas de récurrence, enfin moi j'ai le même constat, c'est que en fait la première année c'est globalement assez difficile puisque tu vas devoir trouver tous tes premiers clients. Mais une fois que Ouais, tu as tous tes premiers clients, en fait tu vas retrouver des nouveaux clients ponctuellement, mais tu as les anciens aussi qui vont revenir. Du coup ouais, déjà dès la deuxième année ça va être beaucoup plus simple, mais il faut ouais, faire quand même un peu de volume sur la première année ouais. pour pouvoir sur le long terme en vivre. Mais Euh, t'as raison. Je rebondis vite fait, mais t'as totalement raison. La première année, tu vas avoir un gros volume de clients avec un petit TJM, généralement. Euh, et en vrai, au début, tu vas payer pour te former, entre guillemets. Parce que tu vas accumuler beaucoup de projets différents et moi, je conseille au début de faire ça. Je pense qu'au début, aller tout de suite vers travailler sur un seul projet, même si c'est bien payé, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Il vaut mieux voir beaucoup de choses différentes. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je sais qu'il y a d'autres freelances qui contrediront, mais voir plein de projets différents, ça vous permet d'augmenter votre taux de closing après sur les autres clients, parce que vous allez forcément avoir eu un projet, un cas spécifique qui correspond aux besoins de votre prospect et vous allez pouvoir rebondir comme ça et lui dire, ah bah oui, ça, je l'ai déjà fait, non, non, non. Donc en fait, vous allez, enfin lui, généralement un client quand il contacte pas que vous, mais si vous arrivez à lui dire, bah ouais, ça, je l'ai déjà fait, vous allez passer tout de suite devant en fait. Et c'est obligé qu'il va vouloir travailler avec vous. Et vous allez augmenter votre confiance en vous sur la réalisation même de projets que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et donc, mais t'as totalement raison. La première année, c'est un peu la plus charnière, c'est la plus ingrate. Mais après, ça va beaucoup mieux à partir de la deuxième année parce que les clients de la première année, ils vont te rappeler, etc. Et voilà, Mais sur le totalement. closing, il faudrait que je regarde mon taux de closing, mais je pense que mon taux de closing aujourd'hui, il est très élevé par rapport à avant, parce que justement, à chaque fois Hmm. que quelqu'un vient avec un besoin, moi je donne des projets similaires que j'ai déjà réalisés, et finalement le client il se sent rassuré sur le De fait fou, que bah, j'ai déjà fait, on va dire, son besoin. Donc, mais de t'as, fou. t'as parlé juste avant de TJM. Enfin, comment toi tu factures à tes clients? Tu factures à la journée, au projet, ou tu as d'autres méthodes de tarification? Ouais. Alors au début, moi j'ai commencé avec un TJM de 350 et en fait après je l'ai monté vraiment hein, au tout début 2021, je l'ai monté de presque 50 à 100 euros, ça dépendait tous les mois. Aujourd'hui, mon TGM, il est à 700 euros. Je pense que je pourrais monter, mais je trouve que c'est correct. Enfin, je trouve ça correct, je vais pas me plaindre. 700 euros, donc 100 euros de l'heure, que ça soit en coaching, voilà. Et après, si tu veux, moi, j'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur Trigger où je parlais régie contre forfait. En fait, il y a des avantages dans les deux. Moi, je préfère la régie. C'est-à-dire, voilà, pour ceux qui nous écoutent, la régie, c'est quand tu vas facturer en fait à l'heure. T'as pas un périmètre fini de budget, mais tu vas travailler jusqu'à temps que le client entre guillemets soit satisfait ou que tu aies respecté l'objectif, le cahier des charges, si je puis dire. Donc en fait, ces missions-là en régie, je vais plus les faire quand je suis en train de construire une solution, un logiciel, par exemple sur Airtable. Parce que c'est très dur à faire des specs en fait en no code. C'est très dur de mettre un périmètre en fait sur un outil type Airtable et tout. Pour le peu de missions que j'ai fait en forfait sur Airtable, qui étaient des grosses missions, franchement ça s'est toujours mal passé. Donc maintenant j'en fais plus. Je fais que de la régie. Par contre, quand
le besoin est juste d'automatiser, de faire des scénarios sur Make. Là, c'est beaucoup plus facile en fait à scoper puisque c'est soit ça marche pas. Il n'y a pas vraiment de satisfaction ou de, tu vois, de user stories ou de user experience ou quoi. Donc là, à partir du moment où ça fonctionne, t'as délivré ta prestation. Donc ça, je le fais plutôt au forfait. Et je facture, bah ça va dépendre, tu vois, mais généralement, je facture un peu plus cher que si j'étais en régie. Pour la régie, Voilà. du coup, tu t'annonces comment à ton client? Tu fais une Ouais. tarification à la fin du mois où tu comptabilises, on va dire, toutes tes heures, ou alors tu annonces peut-être que ça prend 10 jours. Au bout de 5, peut-être t'adaptes et tu vois si tu dois pas en rajouter ou en supprimer. Moi, j'en parle direct. Je lui dis, bah ok, là, vous avez plein de besoins. Donc, soit en fait, on passe, soit je vous facture 2 jours d'atelier parce qu'il faut que je définisse vraiment des specs assez précises. Et puis, après ces 2 jours-là, je vous fais un devis qu'on dépassera pas, c'est-à-dire ni vous ni moi. Je vous avoue, monsieur le client, moi, d'expérience, ça fait plus de 3 ans que je fais ça. Je préfère faire de la régie. Donc là, forcément, la régie, c'est dur à vendre. Le client en face, il dit, bah, combien ça va me coûter, machin, machin. J'essaie de donner une fourchette. Je dis, bah, là, ok, il y a ça, ça, ça. Les derniers projets que j'ai faits, si je fais une moyenne, par exemple, celui-là, c'était 5 000 euros. Celui-là, c'était 7 000 euros. Voilà, après, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au début, on prend un risque tous les deux, entre guillemets. Je vous facture 2 jours. J'avance, j'avance, j'avance. Comme ça, vous voyez ce que c'est la régie. Au bout des 2 jours, vous prenez une décision. Soit on continue pas. Au pire, vous aurez perdu 2 jours, mais vous aurez déjà une solution. Au mieux, vous avez trouvé un freelance en qui vous avez confiance et vous verrez qu'à chaque fois que je vous envoie une facture, c'est que derrière, je vous ai quand même apporté de la valeur et je vous explique comment je travaille. Donc après, j'ai tout un process pour vraiment bien travailler avec lui. Je vous partage un tableau sur Trello. Je vais utiliser Notion, ce que vous voulez. Je lui montre en fait que j'ai déjà que je traque mon temps avec Toggle, etc. Je lui montre ce qui se passe au niveau des mails qui s'envoient tous les vendredis. Enfin vraiment, je suis hyper transparent avec lui et je lui explique que finalement ça va lui coûter moins cher. Et généralement, après voilà, c'est sûr que quand t'as que 2 projets dans ton portfolio, c'est dur à vendre. Au début, tu vas vendre du forfait parce que c'est plus facile à vendre. Le client, il a un prix en face d'un projet. Mais bon, ça va mal se passer, en tout cas au début. Même là, tout à l'heure, j'étais en coaching. Euh, une freelance qui a vendu du forfait à un client, elle a dépassé, elle a fait x3 sur le temps estimé, tu vois, là, pour l'instant. Donc, elle a facturé pas beaucoup et elle est en train de travailler beaucoup. Et en fait, le forfait, après, si tu dépasses trop le temps que tu as estimé, tu te démotives, t'es moins enclin à donner des cadeaux aux clients. Enfin, tu vois, la relation, elle se dégrade, je trouve, tu vois. Mais Mais je peux comprendre, voilà. là, tu abordes un point ultra important, c'est le temps estimé versus le temps réalisé. Tu as Hum, mentionné Toggle, qui est un super outil pour traquer son temps. En soi, quand on commence hum, en freelance, c'est pas mal en soi de faire du forfait, d'annoncer un nombre de ouais, jours et de regarder finalement versus ce qui a été effectivement réalisé. Donc ça nécessite en gros de traquer son temps, tout ce qu'on totalement, réalise. Et c'est assez bien, je trouve, quand même pour estimer après les futurs projets. Moi, je suis bien totalement. meilleur aujourd'hui pour estimer un projet en termes de temps que quand j'ai commencé où je faisais un peu au doigt mouillé l'estimation, quoi. Mais toi, tu fais du forfait ou tu fais plutôt de la régie, toi, du coup, J'ai un avec... fonctionnement un peu similaire au tien où, en fait, quand par exemple je développe une extension Chrome pour un client ou que je fais un projet un peu vaste sur l'automatisation, je suis pas en mesure d'avoir suffisamment de détails pour donner Hum, un budget précis. Du coup, je mentionne que sans doute ça va prendre tant de jours, que je suis pas hum, forcément certain, qu'on peut commencer avec X jours ensemble et qu'on va adapter par la suite, mais l'ordre de grandeur, en gros, je donne quand même un ordre de grandeur, on va dire, hum. maximal qu'on va pas dépasser. Mais Ok, entre 8 jours ou 10 ou 11 jours, c'est un peu compliqué quand même parfois de faire ouais, l'estimation. ouais, non, totalement, totalement. Et ça va, ils arrivent quand même à comprendre sur la fourchette, ils arrivent à comprendre l'intérêt parce que c'est quand même pour eux, c'est ok, t'arrives à vendre ça, quoi, Ouais, ben comme en ça. soi, Hum, je pense qu'il faut être transparent avec ses clients. Enfin, là, tu parlais de transparence et que tu partageais au maximum avec eux. Il y a un client où on avait pris un forfait de 10 jours. Je pensais vraiment que ça prendrait 10 jours.
Finalement, au bout du cinquième, sixième, je me rends compte que ça va quand même vachement dépasser. Du coup, je l'ai mentionné au client et je crois qu'on avait repris soit 2 jours, soit 3 jours. Mais du coup, l'effet transparence, le client comprend totalement de son Hmm. côté si tu as besoin de rajouter du temps sur le projet. Ouais. Ok. Bah non, mais totalement. Moi, tu vois, j'ai que des clients en régie depuis. Bah justement, quand je te disais, j'ai pas pris de clients depuis un moment. J'ai parce que j'ai les mêmes en régie. Et en vrai, ça se passe très bien. En fait, au début, je pense que la première facture, tu sais, ils sont un peu réticents. Ils se demandent, ouais, combien il va m'envoyer celui-là. Donc c'est pour ça que moi, je partage vraiment tout avec Trello. C'est eux qui priorisent un peu les features, tu vois, comme ça. Et après, moi, j'ai la transparence de leur dire, bah, cette feature-là, je sais pas combien de temps elle prend, mais en tout cas, elle est plus chère que celle-ci. Donc, c'est à toi après de voir qu'est-ce que je fais en premier. Et donc, c'est eux qui priorisent en fonction de ça. Tous les vendredis, ils reçoivent un mail récapitulatif sur bah, cette semaine, combien je leur ai coûté, quoi, entre guillemets, et qu'est-ce que j'ai fait en contrepartie au niveau des tâches. Et ce qui est fou, c'est que chaque semaine, bah, ils voient bah, le projet avancer. Donc certes, ils voient les factures, mais en contrepartie, ils voient les projets avancer. Et en plus, c'est eux qui ont priorisé les features. Donc en fait, ils ont directement la valeur. Et ça se passe super bien. Franchement, ils sont Ok. super contents. Est-ce que tu serais à l'aise pour partager tes chiffres de CA, mais avec une contrepartie quand même? Annoncer un CA, ça sert à rien. C'est versus le temps passé aussi, le temps que tu passes justement sur la prod pour tes clients. Enfin, tu as la production de contenu aussi à côté pour LinkedIn ou YouTube ou autre. Mais Ouais. tu passes combien de temps en prod pour tes clients et c'est quoi ton CA sur les dernières années? Si tu es à Eh l'aise ben, pour bien sûr. ouais, je suis hyper à l'aise avec ça, il y a pas de problème. Alors je vais pas te faire une réponse hyper précise parce que on se rappelle la première année 2021, je sais plus combien j'ai fait franchement, mais j'étais en SASU en plus. Tu vois, donc c'est pas pareil. J'étais en SASU. Il me semble que j'étais à 60. Si je veux pas te sortir de bêtises, il me semble que j'étais à 60 000 euros sur toute l'année 2021. 2022, attends, je vais regarder. Du coup, 2022, et comme j'étais freelance en même temps, j'étais freelance en même temps. Attends, je regarde. Attends, désolé, j'aurais dû, parce que je crois que tu m'avais dit que tu allais me poser cette question, T'inquiète. j'aurais dû préparer. Ouais, tu vois, 2022, j'ai pas fait beaucoup. Là, je suis en train de voir 24 000 sur Indie. Alors après, j'ai pas mis toutes les transactions, mais j'avais pas besoin de faire beaucoup parce que 2022, j'ai été beaucoup salarié, tu vois. Et je terminais ma SASU, donc je suis en train de fermer ma SASU. Donc en fait là, les revenus que je te sors là, c'est les revenus que j'ai fait en auto-entrepreneur, Ok. parce que j'étais en train de fermer la SASU. Donc sur la SASU, par contre, je sais plus combien j'avais fait. Mais à mon avis, je devais être pareil, entre 40 et 50 000 euros. Franchement, Et c'est pas. c'est quoi du coup ton temps de travail un peu pour générer ce type de chiffre d'affaires? Bah, attends, bah 2023, du coup là, je peux te dire, j'ai fait comme c'était que du freelancing quasiment, j'ai fait 72 000 euros, mais j'avais partagé les chiffres en plus, 72 000 euros de chiffre d'affaires. Le temps de prod, Bah, du coup, franchement, sur 2023, qui est peut-être plus pertinent. c'est plus parlant, c'est le plus précis, ouais. Bah, 2023, sachant, j'ai pas travaillé beaucoup. Parce que 2023, j'ai fait 6 mois de bootcamp, tu vois, pour O'Clock. Euh, un déménagement, l'ouverture de le démarrage de l'ouverture de la capsule. Et j'ai fait 72 000. Sur les 72 000, t'enlèves 15 000 euros où c'était que des ventes de formation. Il faut être honnête là-dessus. Et tout le reste, c'est vraiment de la prod. Et j'ai pas travaillé beaucoup, généralement peut-être 25-30 heures par semaine. Généralement, moi je travaille à peu près, ouais, c'est dans ces eaux-là. En ce moment, je travaille à peu près, on va dire par client par semaine. J'en ai 3 en ce moment, donc 10 heures à peu près par client par semaine, une trentaine d'heures. Euh, mais comme je te dis, je suis pratiquement que en régie, donc je suis à 100 euros de l'heure, tu vois. Ouais. Voilà. Soit je suis à 100 euros de l'heure parce que je facture en régie, soit je suis à plus que 100 euros de l'heure parce que je suis au forfait, rarement, mais je suis au forfait sur certaines missions.
Voilà, c'est mon taux. Donc après, ça dépend, ouais. Parce que oui, il faut rapporter ça à l'heure, tu vois, pour que ça soit assez. Mais ouais, c'est ça, c'est entre 100 et 130 euros de l'heure. Pour Ouais, mais voilà. ça paraît cohérent généralement. Enfin, quand tu es un freelance qui a un TJM, on va dire, un peu élevé, entre 20-30 heures de prod pour tes clients par semaine, tu as largement de quoi te verser, on va dire, un bon salaire à la fin du mois, généralement. Mais du coup, tu as Ouais, une autre ligne de revenus qui est du coup la vente de formation. Tu as ouais, ta tout à fait. formation sur Make, la formation aussi sur contournement peut-être qui génère encore des revenus. Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, moi, je touche 50% des ventes sur les formations qu'on vend via Contournement. Sur apprendre-mec.com, c'est exactement la même. Mais alors, pourquoi on a fait ça? Parce que sur Contournement, euh, Alexis, ils vendent des formations, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement, de coaching. Tu vois, il y a du support, mais il n'y a pas de coaching, pas d'accompagnement. Moi, Make, il y a tellement de choses à faire que j'ai proposé à Alexis, et je lui ai dit, vas-y, je vais faire, moi, une plateforme où vraiment on va faire que de la formation sur Make. Tu vois, aujourd'hui, apprendre-make.com, c'est une formation. Demain, ça va être une plateforme avec plein de formations payantes, gratuites. Voilà. Bah, pour l'instant, j'ai mis la formation que j'avais fait avec Contournement. Je gagne Ça, toujours, ça va être quoi la prochaine formation sur la plateforme? Tu as une idée ou... ouais, je vais faire une formation sur les custom apps assez poussée. Je vais faire je vais faire des formations sur des cas d'usage spécifiques par métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand on me voit en coaching, on me pose toujours la même question. T'as pas des cas d'usage à me fournir, t'as pas des, et j'en ai des centaines. Le problème, c'est que il faut que je structure bien le projet, etc., pour que ça soit et que je le corrige. Donc, il y aura par exemple, il y aura le starter pack du freelance. C'est-à-dire quels outils tu dois utiliser en tant que freelance, que moi, ça fait 3 ans ceux que je conseille. Quelles automatisations tu mets en place pour ton activité, par exemple, notamment pour traquer ton temps, envoyer le mail. Et rien que ça, ces projets-là, ils sont assez techniques quand même, tu vois, et ils te permettent de démarrer et d'avoir bah, un petit portfolio. Il y aura un projet, par exemple, sur l'automatisation pour les grosses. Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser quand on est intéressé par scraper des données, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses à dire. Il y aura ouais, une formation sur les custom apps, une formation sur peut-être tu vois le secteur des RH ou le secteur du e-commerce parce que j'ai fait pas mal de projets sur Shopify. Il y aura une formation sur comment se connecter aux API un peu complexes, type Google. Donc là, ça va vraiment être je sais pas 5-6 vidéos où en fait chaque vidéo c'est comment tu fais pour connecter sur Google en haut c'est et tout ce qu'il faut quoi. Donc tu vois, il y a énormément de choses à faire en fait sur Make. Ça pouvait pas tenir dans une formation. Alexis m'a souvent dit, elle est dense, elle est dense, elle est dense, la formation. Alors j'ai essayé tant bien que mal de remplir. Là, on est un peu au max. Donc il fallait que je fasse quelque chose en plus, tu vois. Donc voilà. Ok, Et trop cool. Bah, hâte de voir ça, du coup, ce que tu vas sortir. En vrai, il y a tellement de trucs sur l'automatisation que il y a vraiment plein de choses à faire. Il y avait de un dingue. dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est du coup l'histoire du solo média, enfin ou en tout cas de publier, d'être présent, on va dire, et visible sur les réseaux. Toi, tu as eu Hmm. ta chaîne YouTube, enfin tu l'as toujours, mais tu as publié quand même pas mal de tutos sur YouTube avant. Tu as lancé ton podcast Trigger plus récemment et tu publies aussi beaucoup sur LinkedIn. C'est quoi ta Hmm. stratégie? Est-ce que tu as une stratégie dans tout ça ou pas du tout? Bah j'aimerais bien. En fait, je devrais d'ailleurs parce que mais c'est un peu le but. Euh, Sur LinkedIn aujourd'hui, ma stratégie, c'est vraiment bah, continuer à me faire connaître, trouver des élèves pour ma formation, voilà, ou des personnes pour mes coachings. Pour les prestats, bon, ça va comme je t'ai dit, tu vois, j'ai déjà beaucoup de prestations à faire, donc voilà, là, ça serait plus pour le branding, tu vois. Sur Trigger, là, j'attendais que le studio soit vraiment terminé à la capsule pour pouvoir reprendre un peu les invitations et continuer mon podcast.
là, c'est vraiment dans l'idée de comment je peux aider les freelances à se lancer, leur donner des conseils, leur montrer des modèles de personnes qui ont réussi et qui gagnent leur vie correctement dans le no-code. Parce que moi, j'ai mes propres conseils, tu vois, mais je suis pas non plus la référence, tu vois, et j'ai envie d'inviter des gens justement avec d'autres visions pour partager et voilà. J'avais aussi ma newsletter. En fait, il y a pas mal de choses qui ont été mises en pause par manque de temps, parce que c'était le rush. Mais la newsletter aussi que je vais reprendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, les canaux principaux que je vais vraiment travailler à fond, ça va être mon podcast Trigger et la chaîne YouTube que je vais Ouais. reprendre. Et sur YouTube et sur LinkedIn, ça t'a quand même permis de trouver des clients, parce que tu parlais quand Ouais. même beaucoup de ton expertise avant, peut-être moins aujourd'hui, puisque en gros tu publies pour les freelances. Mais avant, quand tu Hmm. publiais beaucoup sur ton expertise, notamment tes vidéos tuto sur YouTube, ça te rapportait des clients, à l'arrivée. Ouais, ouais, de fou. Avant, sur LinkedIn, quand vraiment je parlais d'expertise, tu vois, quand ça m'arrive encore de faire des posts un peu sur LinkedIn, spécialisés vraiment sur mec, qu'est-ce que tu es capable. Quand je fais un post comme ça, ben, derrière, j'ai au moins un lead qui me contacte sur LinkedIn. Ah, on pourrait échanger, j'ai eu un cas similaire, vous pourriez peut-être m'aider, machin. Sur YouTube, pareil, en fait, c'est un canal qui est assez long-termiste, tu vois, donc je pense que même si tu fais juste une vidéo par mois, pendant 12 mois, si tu fais des bonnes vidéos, franchement, rien que ça, déjà, ça peut t'apporter vraiment pas mal de clients. Euh, donc ouais, ça va être vraiment les deux, LinkedIn, YouTube et alors après, j'ai aussi Insta, TikTok, mais franchement, je fais pas grand-chose dessus. Mais ouais, le podcast, tous les podcasts que je vais tourner à la capsule, que je vais convertir en short, ça va être plus pour vendre mes formations, mes accompagnements sur Apprendre Make. Tout ce qui va être sur LinkedIn, je pense que ça va être pour les deux, c'est-à-dire prestation, acquisition pour des nouvelles prestations et aussi un petit peu pour la brand, tu vois, et pour trouver des élèves. Donc je t'ai dit quoi? Je t'ai dit YouTube, LinkedIn et après Trigger. Là, il n'y a pas vraiment de stratégie d'acquisition, c'est vraiment pour give back, tu vois. Voilà, pour give back, parce que moi j'ai envie aussi d'apprendre et comme toi tu fais, tu vois, c'est un prétexte aussi d'avoir de discuter avec des personnes et d'avoir voilà Mais d'autres visions et tout quoi. du coup, il faut quand même faire attention, enfin pour ceux qui écoutent et qui se lancent en freelance, l'erreur classique qui est de publier aussi pour les freelances, alors que Ouais. enfin, finalement ça va pas rapporter forcément des clients. Quand tu parles vraiment sur ton expertise, que tu as une production de contenu dédiée sur ton expertise et que tu fais du contenu de qualité, en gros ça peut permettre de convertir derrière, mais il faut éviter de faire Mm. l'erreur quand même de parler trop aux freelances, qui finalement n'est pas forcément toujours la cible. Il y a un dernier sujet du coup qui est la capsule. Tu as lancé ton studio de podcast avec un associé. Donc tu Mm. sors un peu du monde du soloprenariat pour être vraiment un entrepreneur là pour le coup. Mm. C'était Ouais. quoi le process? Est-ce que c'était Trigger qui t'a poussé vers la création de la capsule? Enfin, ça a été quoi le cheminement? Ça a été un hasard total, vraiment. Donc moi après mon déménagement, je décide de contacter quelques personnes que j'avais pas parlé depuis longtemps, notamment du coup il y a Clyde, un ami du lycée. Euh, et c'est marrant parce qu'en fait la dernière fois que je lui avais parlé, c'était sur Instagram, c'était il y a 5 ans. Et tu sais, on devait se revoir et tout, et je lui avais dit ouais, vas-y, je te redis pour vendredi, tu vois. Ça c'était le dernier message que je lui avais envoyé il y a 5 ans. Et du coup là, je retourne sur Instagram, je regarde un peu ce qu'il fait, et je vois le dernier message que je lui ai envoyé il y a 5 ans. Et là, je lui envoie un message, comme un cheveu sur la soupe, je lui dis bah du coup pour vendredi c'est bon et toi? C'est 5 ans plus tard. Et là, il m'a répondu, il m'a dit mais what the fuck et tout. Du coup, on commence à échanger, on s'est revus. Lui, il faisait de la musique et tout, des concerts événementiels. Donc j'allais le voir, j'allais lui donner de la force et tout, et voilà. Et puis après, on est redevenus grave potes et tout. Et puis un jour, il me dit, écoute, tu peux m'apprendre un peu ce que tu fais sur le no-code, et moi, je t'apprends un peu bah, le son, machin, les lumières et tout, parce que toi, moi, je voulais faire Trigger, mon podcast, je voulais inviter des gens chez moi, tu vois. J'ai un grand salon qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, donc je me dis, il y a de la place d'inviter des gens et de faire un peu un truc. C'était sans penser la difficulté en fait que c'est quoi, les caméras, le son, etc.
Et du coup, un jour comme ça, on se met OK sur une date, il vient et je dis, bah viens, on crash test, on fait un épisode tous les deux. Comme ça, tu vois un peu, je vois un peu ce que tu es capable de faire. Il est venu chez moi et il m'a fait une masterclass en fait. Il m'a fait bouger tous les meubles de la maison, mais pour faire un décor potable. D'ailleurs, l'épisode est sur ma chaîne. C'est l'épisode que j'ai fait avec lui. Et tu vois, il y a le micro, il tient sur des tomes de One Piece et tout pour le relever. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais le rendu, il est magnifique, tu vois. Et ça a été tourné avec deux iPhones, des micros qui étaient pas les mêmes et tout. Et c'était trop bien, quoi. Et j'ai dit waouh. Mais je lui dis bon, c'est cool, mais par contre, je peux pas me permettre de déplacer tous les meubles de la baraque toutes les semaines, quoi. Si j'invite une personne par semaine, tu vois, ma copine elle va commencer à péter les plombs, tu vois. Et je lui dis non, non, il faut qu'on ait notre propre studio et tout. Puis après, je sais pas, ça, pendant 2, 3 semaines, tu vois, l'idée me trotte. Et après, bah, je vois, effectivement, tu vois, franchement, je vois Podspace sur LinkedIn, donc un de nos concurrents. Et je vois James, voilà, que je salue, euh, et qui a ouvert son studio de podcast à Paris, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ouais, il a trop raison. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, en vrai, il y a que lui sur Paris. Moi, j'ai besoin d'un studio. Euh, Clyde aussi, il faisait de la production pour son album et tout, parce qu'il a un album, il a tout un, voilà, il essaye de faire des clips, enfin, il fait des clips, il fait beaucoup de contenu par rapport à son album, à Chloé and Clyde, que je vous invite à écouter. Et, bah, il a pas mal de choses à dire, même sur l'écologie, etc. Donc, c'est quelqu'un de très engagé. Et je lui dis, bah, écoute frérot, il y a quelqu'un qui a ouvert un studio de podcast là sur Paris. Je trouve que l'idée est vraiment trop bien. Nous, ça nous permettrait d'avoir un autre studio, d'enregistrer nos contenus. Et puis en plus, si on le, on pourrait le monétiser pour que ça nous coûte rien, quoi. Tu vois. Au début, c'était ça l'idée, quoi. Et il me dit, mais vas-y, je suis trop chaud. Et en fait, après, bah, moi, pendant que je suis parti en Thaïlande, donc en octobre, lui, il a tout géré. On a trouvé le local. Et bon, on a tout building public sur Instagram. Et puis franchement, là, on est janvier, ça démarre pas mal, quoi. Tu vois, on n'a pas fait un gros lancement, mais tous les gens qui passent la porte, en tout cas de la capsule, bah quasiment des clients qui vont revenir, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, on a une soirée d'inauguration demain, mais c'est dommage que l'épisode sera pas sorti Oh non. avant. Et voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment par hasard. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que Clyde, c'est vraiment un expert. Enfin, tu vois, il a travaillé sur des plateaux de tournage. C'est son métier en fait, d'enregistrer du son et de l'image. En fait, Quand vous avez tu, vos expertises qui se complètent très très bien. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que ouais, finalement, lui, il gère toute la partie, on va dire, technique sur le son et tout ce qui est podcast, vidéo, etc. Et toi, tu c'est vas ça. Lui, gérer c'est le plutôt la produit. partie pour avoir des outils, pour en gros que les gens puissent réserver, puissent payer, puissent venir finalement dans le podcast, enfin dans le studio. C'est Et du coup, ça. vos deux expertises se complètent très bien pour avoir un studio et gérer ça comme une vraie entreprise. Exactement. Et là, maintenant, on cherche même à recruter parce que on a, voilà, moi, ma partie, c'est vraiment tout le back-end. Lui, c'est le front en fait. Lui, c'est le produit. C'est ce qui se voit. C'est ce que les clients vont avoir dans leurs vidéos. Et moi, c'est toute la partie où l'acquisition client, la croissance, les outils pour l'aider, le recrutement, tout ce qui va lui l'empêcher, le parasiter dans la réalisation des vidéos, dans la réalisation du produit finalement pour les clients. Et ça Ouais, marche trop bien. toi, tu gères tous les outils finalement pour que les gens puissent venir et puissent peut-être après avoir tout l'espace pour repartir avec le contenu et ce genre de choses. Mais du coup, la Exactement. partie technique, ça va être ton associé Clyde qui va gérer. C'est ça. C'est ça. Toute la technique, le studio, c'est lui qui gère. Après, Et on va faire aussi nos propres émissions. Lui, il va en faire une pour bah, justement pour les sujets de climat, d'écologie, moi ça va être Trigger que je vais tourner là-bas et en fait via ces émissions bah forcément on va faire de la publicité vers le studio et et voilà et je pense que on est sur un bon créneau, on va voir comment ça se passe, on essaye d'être différent. De toute façon si vous venez à la capsule vous allez le sentir direct, que ça soit en termes de qualité visuelle. De toute façon, faut regarder ce qu'on a produit. On est assez fiers, tu vois. On fait que de la 4K, par exemple.
On fait pas de Il y a, 1080 pixels. du coup, pour donner des indications aux gens, il y a Corps et Esprit de Flavio et Meryl qui ont tourné à la capsule là récemment. Enfin, ils peuvent regarder Voilà. tous les épisodes. On a fait notre premier million de vues, hein, avec un short de Meryl, du coup, qui a atteint 1 million de vues, donc on est plutôt content, quoi. On a produit un Ouais. contenu qui a été vu 1 million de Quand on fois. dit short, du coup, c'est les Reels pour Instagram ou TikTok ou ce genre de choses. Euh, Ouais, mais c'est quoi ta vision du coup du podcast? Enfin, moi, je pense ma vision a commencé à être biaisée puisque je suis en train de lancer le mien et du coup, je me suis mis vraiment ouais. sur le créneau et j'ai regardé ce qui se faisait. Mais ce qui est ultra important, c'est finalement de promouvoir le podcast après. Enfin, on dit Hmm, souvent 20% de production et 80% de promo. hmm. Enfin, vous, c'est un peu votre stratégie finalement avec la création des shorts et des reels pour ceux qui passent dans le studio. Ouais, totalement. Bah, en fait, nous déjà, moi, le podcast, pour moi, c'est ça qui est un peu, tu sais, comme moi, j'ai démarré dans l'aventure freelance, no code, le monde des startups parce que j'ai écouté des podcasts. Je venais d'un monde qui n'était pas du tout ce monde-là. Je connaissais rien dans tout ça, donc grâce au podcast, j'ai pu apprendre voilà, bah, apprendre tout ça, le monde des startups, d'avoir quand t'entends des bah, je sais pas, par exemple, le CEO de Payfit, le CEO de Penny Lane, qui te partagent un peu leurs expériences, c'est incroyable. Même des artistes, des entrepreneurs. Euh, Moi, je pense que le podcast, ça va exploser aujourd'hui. Il faut avoir son propre média. Euh, et après, enfin, non, je me suis perdu. C'était quoi ta question par rapport à... Non, mais Ouais. justement, l'intérêt de promouvoir, en fait, Ah c'est oui. pareil pour une newsletter, c'est pareil pour un podcast. Finalement, le produire, c'est facile, c'est enfin facile plus ou moins, mais Hmm. ce qui est la partie la plus compliquée aujourd'hui, c'est de promouvoir finalement ce qu'on fait, tout comme On ta produit. formation par exemple sur Make. Si t'en parlais pas, tu vendrais pas de place. Euh, Ouais. Bah, en fait, il faut avoir plusieurs canaux et il faut qu'ils s'alimentent entre eux. Tu vois, par exemple, quand tu fais une vidéo sur YouTube ou un podcast, tu rediriges vers LinkedIn. LinkedIn, tu vas rediriger vers ton podcast. Par exemple, si demain tu fais un épisode de podcast, tu vas le condenser pour en faire un post LinkedIn. J'ai reçu tel invité, on a parlé de tel sujet, tel sujet, tel sujet, c'était incroyable. Cliquez sur le lien, mettez 5 étoiles. Dans ton podcast, tu vas pas vendre tes formations ou je sais pas quoi, mais en tout cas vers la fin, où tu vas faire des petits rappels. Tu vas dire, bah ouais, d'ailleurs, ce sujet, j'en parle dans ma formation. Tu vois, t'as pas besoin non plus de le vendre carrément. Puis les gens vont être intéressés, vont dire, ah, il a une formation sur Make? Ok, tiens, je vais écouter. Et donc, faut que ça soit circulaire, en fait. Chaque réseau, tu rediriges vers les autres, et puis tu vas pouvoir augmenter ton audience comme ça, et les gens vont finir par être... alors, il y a leur canal préféré, tout le monde va pas me suivre sur LinkedIn, tout le monde va pas écouter mon podcast, mais si tu as au moins une partie qui écoute au moins tes podcasts, tu as peut-être une autre partie qui vont plus te suivre sur LinkedIn, peut-être d'autres sur ta newsletter, mais faut pas essayer d'être partout, 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 parce que sinon on est nulle part. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur deux, trois réseaux et vraiment y aller à fond. Moi c'est LinkedIn en ce moment. Euh, Là, le podcast, ça va reprendre. Et après, ouais, faire des shorts, des reels, des TikTok, ça c'est extrêmement important. Moi là, justement, j'ai repris des shorts là qu'on avait fait avec dans l'épisode qu'on avait fait avec Flavio Meril. Je les ai mis sur ma propre chaîne. J'ai fait 2500 vues, alors que normalement sur des shorts, je fais quoi, 100, 200 vues, quoi, tu vois. Mais là, la qualité aussi est telle, je pense que je pense que c'est directement lié au fait que si, franchement, visuellement, ils sont masterclass, les shorts. Parce qu'on est ouais, en 4K et tout, mais... c'est un peu la problématique que moi j'ai pour développer le podcast. C'est que, en gros, faire en distanciel, tu réduis vachement les coûts puisque bah, t'as pas de déplacement. C'est plus simple aussi d'avoir l'invité Hmm, plutôt que de prendre une demi-journée pour, en gros, faire le podcast. Mais du coup, l'inconvénient, c'est sur la promo. Là, en gros, hmm, la qualité qu'on a va dépendre de la caméra de notre ordi, du micro. Euh, hmm. mais du coup, pour faire des shorts après, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un truc aussi quali qu'en studio. Après, c'est un parti pris, mais ça peut être Après, il faut optimisé. démarrer. Aujourd'hui, si, par exemple, Flavio Meri, ils peuvent se permettre de payer 10 heures de podcast à la capsule, sachant qu'on n'est pas les moins chers et tout, c'est pas donné. Moi, je me rends compte vraiment des coûts.
C'est parce que derrière, eux, ils ont un objectif par rapport à leur marque de nutrition où c'est très important. Donc, ils vont avoir un ROI directement, tu vois. Quand tu fais 1 million de vues et que tu essayes de promouvoir une marque de compléments alimentaires, c'est énorme, 1 million de vues, tu vois. C'est incroyable. Quand t'as, voilà, en fait, c'est toujours au début de toute façon là ce que tu fais, c'est super, Riverside et tout, c'est top. Euh, En distanciel, tu fais une proof of concept. Est-ce que toi, tu es capable de maintenir aussi dans le temps cette régularité? Parce que si tu viens 1 heure, tu prends 1 ou 2 heures à la capsule, tu tournes un épisode et puis après finalement t'arrêtes ton podcast pendant 6 mois, ça sert à rien. T'auras dépensé de l'argent pour rien. Alors que vaut mieux que tu fasses 10 épisodes chez toi comme tu fais là à distance et tout, parce que tu sais que tu kiffes, tu sais que derrière t'as des avis, t'as des gens tu commences à faire une audience, t'as la motivation, t'as l'habitude qui est installée, et là tu te dis ok, j'ai investi un peu plus, que ce soit du temps, de la ressource. Voilà. Donc bien sûr, vous lancez pas tout de suite alors n'achetez pas 15 000 € de matos. Si vous n'êtes pas sûr de venir régulièrement, ça sert à rien de venir à la capsule et de payer une blinde. Euh, Si après c'est pour que le podcast vous fassiez que 2 épisodes. Donc voilà, je mesure aussi. Oui, bien sûr, c'est génial de venir à la capsule pour faire votre studio et tout, mais il faut que soit vous ayez déjà votre podcast qui soit en place, et enfin voilà, faut qu'il y ait un retour sur investissement, bien sûr, quoi, tu vois. Voilà. Ok, bah, trop cool. Bah, du coup, j'ai compris le message. Il va falloir que je sois régulier et que je sorte des épisodes régulièrement. L'objectif, là, c'est épisode toutes les 2 semaines, je pense. Ouais. Je vois l'heure qui tourne. Moi, l'objectif, c'est quand même qu'on ait un épisode, on va dire, un peu condensé et pas trop dépasser l'heure. Là, on a un peu dépassé, mais c'est pas trop grave. Est-ce que tu pourrais nous donner juste un dernier conseil pour quelqu'un qui se lance en freelance, un conseil peut-être général ou un conseil que tu aurais aimé avoir pour le Lilian du passé? Ouais, carrément. Euh, franchement, n'essayez pas de vous vendre cher au début. Payez pour apprendre, formez-vous. Ça, c'est très important. Moi, j'ai rien, il y avait aucune formation quand j'ai commencé. Euh, une formation aujourd'hui, ça coûte entre 500 et 900 euros. Mais par rapport au retour sur investissement, je vous garantis que vous en aurez un. Je parle pas que de ma formation à moi, là. Je parle vraiment de toute formation, vraiment, bon, chez des gens sérieux. Réinvestissez tout dans des formations, communiquez, existez. LinkedIn à fond. N'ayez pas le syndrome de, je sais pas, je vais poster de la merde, je sais pas qu'est-ce que j'ai raconté. Vous avez forcément des choses à raconter. Notez vos idées sur votre téléphone et faites des posts, quitte à bider, c'est pas grave. Vos 20 premiers posts, ils seront éclatés, c'est pas grave. Voilà, faut le savoir. Mais voilà, montrez-vous, montrez au monde ce que vous êtes capable de faire, et surtout, le meilleur conseil que je vais vous donner, si vous voulez vraiment, parce que bon, tout est question d'argent aussi, si vous voulez gagner de l'argent, il faut absolument, enfin en tout cas moi je pense qu'il faut être passionné par ce que vous faites. Si vous aimez pas le no-code, si vous aimez pas le design, je sais pas ce que vous faites comme activité, arrêtez. Vous n'allez jamais gagner d'argent en faisant quelque chose que vous n'aimez pas faire, surtout si vous êtes freelance. Parce que le freelance, il doit être meilleur que les gens qui sont en CDI ou enfin tu vois, nous on vend notre expertise en fait quoi. Donc la formation continue, la curiosité, c'est des qualités qui sont la curiosité surtout, c'est vraiment la persévérance. Il faut avoir ces deux qualités et être passionné par ce que vous faites et l'argent sera une conséquence de tout ça, pas l'inverse. Ok, Voilà. bah, très bien pour un mot de fin. Merci Lilian en tout cas pour cet épisode et pour m'avoir rejoint dans Solo Quest. Bah merci à toi Axel et puis j'espère que ton podcast va cartonner parce que c'est vachement intéressant en tout cas. En tout cas, Ouais, je vais ça écouter le premier marche. épisode et qui est sorti. Bah, merci à toi du coup. Merci. Toutes.